Bonsoir et bienvenue sur la chaîne du Grand Changement. Aujourd'hui, je suis en joie d'accueillir Patricia. Bonsoir Patricia. Bonsoir. Et bonsoir Sana. Bonsoir Annelise. Bonsoir toutes les deux. Bonsoir Patricia. Alors, on est toutes les trois ensemble ce soir avec toi, Patricia Serin. Tu vas nous parler des personnes indigo. Donc, il y a aussi les enfants cristaux, les enfants arc-en-ciel. Tu vas nous distinguer toutes ces personnes et nous dire un petit peu à quoi servent ces personnes sur Terre, parce qu'elles ont de grands rôles. Et déjà, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu voudrais bien nous parler de toi, nous dire ce qui te passionne dans la vie? Alors, ce qui me passionne dans la vie, c'est l'être humain et la relation entre psychologie et spiritualité. C'est vraiment mon cœur de métier et mon cœur d'être, comme vous l'êtes également. Moi, je suis psychologue clinicienne, psychothérapeute, et j'ai eu une grande chance, c'est que vers l'âge de 15 ans, j'ai eu cette révélation qu'il fallait que je sois psychologue. Ça a été une circonstance, je faisais un stage, c'était une école un petit peu avant-gardiste qui permettait, avant même ce que font aujourd'hui les enfants en stage de troisième, donc là c'était au lycée, de pouvoir, vraiment entre la troisième et la seconde, de pouvoir faire un stage de notre choix. Et j'ai choisi de faire un stage dans un internat médico-pédagogique, là où étaient suivis des enfants qui avaient des déficiences mentales, des enfants autistes. Et ça m'a littéralement passionnée. J'ai été happée par cet univers. J'ai eu la chance de pouvoir passer un moment avec tous les intervenants, les professionnels. Et lorsque j'ai passé quelques jours avec le psychologue clinicien qui recevait les enfants, pour moi, c'était une évidence que je devais être psychologue pour enfants. Et je me suis autorisée à travailler avec les familles et les enfants, évidemment, avec les formations qui sont vraiment indispensables pour travailler avec cette population, uniquement quand j'ai eu moi-même, quand j'ai été maman. Je n'arrivais pas à adopter l'idée que je pouvais suivre des enfants et accompagner des familles si je ne savais pas ce que c'était que la parentalité. D'accord. Donc, tu as voulu faire l'expérience directement dans tes entrailles pour pouvoir en parler. Un des plus beaux jours de ma vie, oui, de devenir maman. C'était merveilleux, une expérience évidemment incroyable de pouvoir accueillir un petit être des étoiles comme ça dans notre famille et d'avoir la certitude qu'il nous a choisis en tant que parents. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'à l'âge de 19 ans, j'ai vécu une expérience de mort imminente qui m'a permis d'avoir non seulement cette confirmation, parce que j'avais déjà assez jeune, alors enfant, j'avais ce qu'on appelle des amis imaginaires, et adolescente, comme beaucoup d'adolescents qui sont très férus de spiritualité, même d'occultisme parfois, j'étais persuadée qu'il y avait une vie après la vie, alors que j'étais dans une famille qui n'était pas croyante du tout, mais j'avais cette sorte d'infime conviction. Et lorsque j'étais là-haut, lors de cette EMI, je me suis dit, je le savais, je le savais bien qu'il y avait une vie après la vie. Et on m'a confirmé que je serais, les études que je poursuivais, que j'avais commencé, c'était vraiment ma voie. Et que je serais amenée à accompagner notamment des enfants un peu particuliers. Waouh, merci beaucoup déjà pour tout ça. Ça éveille déjà ma curiosité parce que moi j'ai beaucoup travaillé avec des enfants autistes aussi et au potentiel et psychotiques aussi en tant qu'éducatrice spécialisée par le passé. Et justement, est-ce que tu penses que les enfants indigos, c'est aussi des enfants comme ça qui ont, tu vois, des étiquettes? Alors, on met beaucoup d'étiquettes et en même temps, au même titre que moi j'ai pu mettre aussi une étiquette sur les enfants indigos, mais c'est pour mieux s'en libérer, puisqu'on ne perd jamais de vue que nous sommes tous distincts, différents, mais effectivement, les enfants différents, ce qu'on appelle les enfants hors normes, les enfants difficilement classables, dont on a beaucoup de mal à s'occuper d'ailleurs, même s'il y a une loi qui demande à intégrer dans le cursus classique, dans les écoles, ces enfants-là, parce que moi je suis vraiment pour l'inclusion, pour la différence qui enrichit aussi la vie commune.
Et moi, je suis pas du tout spécialisée pour les enfants autistes. Hein. J'ai évidemment travaillé à l'hôpital avec des enfants autistes, mais je ne reçois pas dans ma patientèle parce que c'est vraiment une spécialité à part entière. Okay. Et pour moi, tous ces enfants nous éveillent sur la différence, nous éveillent aussi sur la vulnérabilité, la fragilité, la sensibilité. Et particulièrement les enfants indigos, qui ont une très grande ouverture spirituelle, très spontanément, quand ils sont même tout petits, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui connecte de là-haut. Ces enfants nous apportent quelque chose de l'ordre de l'éveil spirituel, de cette nouvelle conscience qui est vraiment importante à comprendre pour que notre société aille vers un épanouissement, un mieux-être, alors qu'actuellement, elle est encore véritablement l'emprise des guerres, de la souffrance, du matérialisme. Et ces enfants-là, justement, qui sont férus de justice, qui ont cette ouverture spirituelle, qui ont spontanément beaucoup d'empathie, de créativité, qui sont souvent HPI, mais pas tous. Et en tout cas, ils sont tous haut potentiel émotionnel. Et les enfants autistes, me semble-t-il, mais ça, tu me diras hein, si je me trompe, puisque tu as travaillé beaucoup plus que moi avec ces enfants-là, ont aussi ce haut potentiel émotionnel, mais il y a cette difficulté neurologique qui fait que ce sont tous des neuroatypiques, ils ont beaucoup de mal à rentrer en contact. Et peut-être que lorsque on sera sur un monde différent, peut-être que ces enfants-là, je parle des enfants autistes, auront justement cette possibilité de s'ouvrir parce qu'il n'y aura plus cette peur d'être abîmés par la société telle qu'elle est aujourd'hui. Enfin, c'est un peu comme ça que je le perçois. Enfin, pour les enfants autistes. Pour les enfants indigos, vous avez plusieurs catégories. Alors, pour revenir sur la genèse de ce mot-là, cet adjectif, c'est Nancy Entek, qui est une médium qui, dans les années 70, travaillait dans un hôpital expérimental à San Diego, et avec le docteur McGregor, qui est un psychiatre. Et cette médium voyait les auras. Et elle avait perçu qu'un certain nombre d'enfants qui avaient justement une grande ouverture spirituelle, des dons psychiques, qui pour certains voyaient l'invisible, avaient une couleur d'aura indigo, c'est-à-dire le bleu du ciel, là, qui est à peu près le même que votre fond d'écran. Oui. Alors maintenant, est-ce que ces enfants-là ont toujours une aura indigo? L'aura est changeante et les enfants indigos d'hier ont peut-être évolué et deviennent aujourd'hui. Bon, moi, je suis psychologue, donc je relaye les informations. Je suis juste en questionnement et mon but, c'est d'éveiller les consciences sur le fait que ces enfants-là existent et que c'est très important d'apprendre à les connaître, à les identifier pour leur permettre de s'épanouir. Donc, on parle en effet d'enfants des starseeds, des enfants actuels, des enfants du présent, les enfants arc-en-ciel, enfin, tous ces enfants-là. Mais en fait, je pense que c'est vraiment une suite logique et que chaque enfant, en fonction de sa génération et de la famille et de la société dans laquelle il tombe, a un rôle à jouer. Les auras, pour les spécialistes qui voient les auras, sauront certainement mieux que moi définir si un enfant arc-en-ciel ou un enfant cristal a une aura différente des indigos du début, sachant que les indigos, d'après ce que j'ai pu comprendre et lire dans les livres qui ont été écrits par des médiums et par des journalistes, les enfants indigos sont venus en masse à partir de l'après-guerre, dans les années 60, et ce sont donc aujourd'hui des parents et des grands-parents. Et nombre des enfants nouveaux d'aujourd'hui, des enfants du présent, des enfants cristal ou arc-en-ciel, sont des enfants qui descendent dans ces familles-là, dans les familles où il y aurait déjà des parents ou des grands-parents indigos. Et donc, en fait, tout le travail de défrichage que ma génération et peut-être certainement d'autres personnes avant moi, parce que moi j'ai l'âge d'être une grand-mère maintenant, ont vécu, c'est-à-dire d'avoir vraiment l'impression, et alors moi ça se doublait du fait que j'avais vécu une EMI, donc une expérience de mort imminente et personne n'en parlait, il n'y avait pas Internet à l'époque. Ce doute de ces deux expériences, le sentiment d'être tellement différent, d'avoir une ouverture spirituelle que je ne reconnaissais pas autour de moi, de vivre des expériences un peu particulières, évidemment, qui ont été approfondies avec mon EMI, je me sentais très très seule. Et il a fallu que je défriche
que je cherche, que je comprenne, que j'avance, que je travaille. C'était très difficile. Et ça, je pense qu'un certain nombre de personnes qui écouteront ce soir se reconnaîtront. En fait, après, les enfants qui sont arrivés dans des familles où il y avait un indigo, c'était quelque part beaucoup plus simple pour eux. C'est comme s'il y avait une sorte de terre qui avait été labourée, et que là, ces enfants-là arrivaient dans cette terre labourée avec ces graines d'éveil pour pouvoir fleurir beaucoup plus facilement et spontanément. J'aime beaucoup cette expression que reprend Dolores Cannon avec ses livres, dont les 3 vagues de volontaires pour changer le monde. Mais les 3 vagues de volontaires, il n'y en a pas que 3, il y en a beaucoup. Hein. Quand elle parle de ces jardins avec ces graines qui poussent, et nous sommes tous des graines. Et c'est vrai que si on tombe dans une bonne terre, c'est quand même beaucoup plus facile de s'épanouir rapidement et de donner le meilleur à notre société. Waouh, merci. Alors moi, j'ai plein de questions, mais Sana, je sais que tu en as aussi. Donc, Oui, tout à fait. Déjà, moi, je tiens vraiment, Patricia, à te remercier pour ce partage. Parce qu'effectivement, on entend très souvent parler de cette notion d'enfant indigo et on ne sait pas vraiment, on se pose des questions, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on fait partie de ces personnes-là, parce qu'on peut avoir certains traits que tu as cités autour de l'intelligence émotionnelle, d'autres choses, qui font qu'on pourrait très bien se dire, pourquoi pas? Comment on pourrait, nous, être sûr, ou une personne qui serait derrière son écran, être sûr qu'elle est enfant indigo, le sentir au fond de ses entrailles? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Alors, je pense que les personnes qui regardent cette chaîne, et précisément l'émission de ce soir, ont certainement affaire avec l'indigo, soit qu'ils ont eux-mêmes des signes d'enfants indigo, soit qu'ils ont des enfants ou autour d'eux des personnes qui sont comme ça. Bien sûr, c'est des classifications, on ne peut jamais avoir l'assurance totale qu'on est indigo. Je pense qu'on le ressent au fond de nous, on ressent qu'on a de l'empathie, qu'on a cette spiritualité, qu'on a cette ouverture et ce besoin d'accompagner le grand changement, qui est le nom de votre chaîne, vers du mieux. Et je pense que déjà, rien que cela, ce sont des signes qui pourraient indiquer qu'on a des caractéristiques d'indigo. Alors, pour reprendre les caractéristiques d'indigo, je reviens aussi sur le travail de Nancy M. Tape. Cette parapsychologue avait défini plusieurs types d'indigo. Les humanistes, qui ont une aspiration à devenir thérapeute, médecin, éducatrice, psychologue, tous ces métiers d'aide. Ça, ce sont les humanistes. Vous avez les créatifs, les artistes. Et ça, les artistes créatifs, ce sont par définition des personnes, quel que soit le média, qui, grâce à leur art, vont ouvrir l'esprit des personnes qui les regardent, qui les accompagnent, qui les suivent. Ne serait-ce par exemple des cinéastes, des peintres, des sculpteurs, tous ces gens-là nous ouvrent l'esprit. Les poètes aussi. Regardez, quand vous lisez les poésies de Christian Bobin, ça tire complètement. C'est vraiment, pour moi, il a beaucoup de l'indigo artiste, cet homme-là, il est merveilleux. Et vous avez les conceptuels. Alors les conceptuels, ce sont des personnes qui sont très attirées aujourd'hui par tout ce qui est intelligence artificielle, toutes les concepts modernes, la possibilité, par exemple sur un plan médical, d'inventer des moyens de soigner les gens avec des découvertes novatrices. Et vous avez l'interdimensionnel qui est le plus rare parce qu'il a toutes ses qualités. Et quand on me demande un exemple d'interdimensionnel, je parle souvent d'un interdimensionnel qui est né il y a plusieurs centaines d'années et qui a peint la Joconde, qui a écrit beaucoup de choses, Léonard de Vinci. Et cet homme-là, il avait toutes les qualités. Donc pour moi, c'est l'interdimensionnel par excellence. Alors il m'a été dit, oui, mais cet homme-là, il a fait des machines de guerre. Il faut toujours resituer
comme en psychologie, lorsqu'on reçoit une personne, un enfant, une famille, dans le contexte familial, le contexte social, le contexte historique de l'époque. Il n'avait pas véritablement le choix de ne pas dessiner de toutes ces machines de guerre. Sinon, il n'aurait pas pu poursuivre son travail d'éveilleur des consciences. Cet homme-là. Il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas de RSA, il n'y avait pas de SMIC, il n'y avait rien du tout. Et il était obligé, évidemment, d'accepter certaines choses pour pouvoir continuer son travail d'éveilleur. Merci Patricia. Merci. C'est vraiment super que tu sois avec nous ce soir. Je sens que ça va aider beaucoup de gens parce que là, j'ai vraiment une question actuelle. Qu'est-ce que tu conseillerais? Tu disais des fois les enfants cristaux et arc-en-ciel, ils descendent dans des familles où il y a déjà un indigo dans les parents. Mais imaginons qu'il n'y en ait pas. Comment ils font ces petits bouts de chou pour vivre dans ces familles qui ne sont pas sur leur longueur d'onde? Et comment ça se passe pour eux? Est-ce qu'ils prennent le transgénérationnel ou ils le prennent moins que les indigos à l'époque? Et est-ce qu'ils s'en sortent bien à l'heure actuelle? Alors, excellente question, parce que nous nous rendons compte que auparavant, les enfants qui avaient certains dons, qui avaient certaines caractéristiques, on trouvait dans le transgénérationnel, en effet, parmi des parents, des grands-parents, oncles et tantes, des personnes qui avaient certaines qualités ou caractéristiques comme ça. Mais maintenant, on a le témoignage d'éducateurs, d'enseignants, de médecins, de psy, qui reçoivent des enfants comme ça, et les parents ne sont pas spécialement ouverts. Et dans le transgénérationnel, parmi leurs aïeux, il y a personne, apparemment en tout cas, qui aurait cette ouverture-là. Donc, on a l'impression qu'ils arrivent en beaucoup plus grand nombre. Alors, peut-être étaient-ils sous-identifiés auparavant, ça c'est certain, mais en même temps, bon, ça je me réfère encore au travail de Dolores Cannon, est-ce que tous ces enfants-là n'arriveraient pas parce que justement, on est sur un changement de paradigme actuel. Et c'est vrai qu'on ne peut plus continuer comme ça à vivre avec la société telle qu'elle est, et peut-être que ces enfants-là arrivent en nombre justement pour éveiller les consciences. Alors, pour répondre à ta question, comment font ces enfants-là? Quand ils ont la chance de tomber sur un éducateur, un enseignant, un médecin, un psy, qui les écoute sans les juger, qui les accompagne, c'est une grande chance, et ça leur permet de pouvoir s'épanouir et de pouvoir être accompagnés. Évidemment, on leur conseille très très souvent, mais tu vois, tu as cette capacité, par exemple, de voir l'avenir, de voir l'invisible, mais toi, tu as cette qualité-là, tu as ton petit copain qui dessine très très bien. Enfin, voilà. Sauf que pour l'instant, cette qualité que tu as, c'est pas encore très connu, et mieux vaut que voilà, tu n'en parles pas trop. On lui conseille de ne pas trop en parler. Mais pour les enfants qui naissent dans des contextes où il n'y a rien du tout, c'est en effet très 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 compliqué pour eux. Donc moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce livre aussi, et que je fais partie du réseau des professionnels de santé de l'INRES, c'est pour essayer de sensibiliser le plus grand nombre et d'aider à la connaissance de ces enfants-là. Alors, qu'on soit avec une ouverture spirituelle ou pas, en tout cas, ces enfants-là, ils existent. Et même si on ne cautionne pas l'idée que ces enfants puissent voir l'invisible, en tout cas, vous avez des enfants qui sont tout à fait sains de corps, d'esprit, et qui vivent des choses assez extraordinaires. La première chose que l'on fait quand on accompagne un enfant comme ça, en tout cas, que ce soit les parents qui se rendent compte qu'ils ont un enfant un petit peu différent, c'est d'aller voir le médecin, parce qu'il est hors de question de risquer de passer à côté d'une affection, qu'elle soit psychiatrique, neurologique, hormonale, chimique, etc. C'est vraiment très très important, parce que le risque aussi qui est à l'inverse de sous-identifier et de rejeter ces enfants tels qu'ils sont, c'est aussi de se dire, voilà, j'ai un enfant. Tous nos enfants sont extraordinaires naturellement, mais j'ai un enfant absolument exceptionnel, incroyable. Je vais en faire quelque part un missionnaire de Dieu. Et non, il faut aussi faire très très attention à ça, parce que cet enfant-là, peut-être qu'il a un déséquilibre neurologique, psychique, peut-être qu'il a
a des problèmes d'agitation, et c'est important de soigner ça aussi. Il ne faut jamais, jamais passer à côté d'un risque physiologique, neurologique, psychiatrique. Ça, c'est vraiment une des premières choses que je dis. Et dans mon livre, je parle d'enfants qui sont, qui ont juste des problèmes un peu comme tous les enfants, hein, la naissance d'une petite sœur, un problème divers et varié, des deuils, et qui ont en plus des perceptions extraordinaires, mais ce sont des enfants qui sont tout à fait normaux, en tout cas qui n'ont pas de problème de santé. Mais il peut y avoir aussi, comme les adultes, des personnes qui ont des problèmes de santé et qui ont aussi cette ouverture à l'invisible et qui vivent des expériences extraordinaires. Et c'est très, très difficile de faire la part des choses. Ça, c'est vrai que pour nous tous, hein, les professionnels de santé, notamment les professionnels de santé mentale, il faut vraiment être bien armé, bien formé en psychopathologie et bien utiliser justement le diagnostic différentiel, hein, qui est un outil qui nous permet de faire la part des choses entre une atteinte, une maladie, et simplement un état entre guillemets normal où la personne, l'enfant, aurait des symptômes, en tout cas, qui seraient très très voisins d'une affection, une pathologie. Regardez simplement, maintenant, on est très attentif à nos intestins. Il y a eu des expériences qui ont été faites et on sait que lorsqu'on a une affection intestinale, on a des troubles dépressifs. Et il suffit parfois juste de se soigner des intestins pour être en bonne santé mentale, ne plus avoir ce trouble dépressif. Donc c'est vrai qu'il faut toujours voir dans son ensemble. Donc un enfant, une famille, un individu dans tout son contexte, et en même temps ne jamais risquer de passer à côté d'une affection de santé. Ok. Alors, j'ai peut-être une suite de questions à cette question, mais peut-être, Sana, tu veux poser une question ? Je t'en prie. Je mets entre-temps en évidence le titre de l'ouvrage de Patricia, et voilà, pour que les personnes puissent aussi situer. On continuera, je donnerai quelques éléments aussi un peu plus tard. D'ailleurs, je tiens à remercier Erol. Là, je mets mes petits-enfants. Voilà. Parfait. Parce que d'abord, ils ont spontanément vraiment accueilli cette idée de publier ce livre, Les enfants indigos, avec beaucoup d'enthousiasme. Enfin, ils m'ont beaucoup soutenu. Alors que si je l'avais dû le faire en auto-édition, ça aurait été beaucoup plus difficile. Et les éditions Erol ont vraiment choisi cette jaquette-là, que je trouve absolument magnifique. Ce petit garçon qui regarde dans les étoiles, avec un fond bleu et le complémentaire orange. Et c'est vrai que je pense que je parlais de Christian Bobin et puis des artistes, mais la beauté dans ce monde est vraiment indispensable, et l'art, on en a vraiment besoin. Tout à fait. Merci. Oui, c'est par rapport en fait à ce que je te disais tout à l'heure, c'est les enfants indigos et les enfants cristaux et arc-en-ciel. Est-ce que les enfants cristaux et arc-en-ciel, ceux qui naissent à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'ils prennent moins le transgénérationnel et qui, tu vois, c'est comme s'ils étaient plus autonomes, moins manipulables, et qu'ils s'en sortent mieux, ils s'envolent plus vite de leurs propres ailes. Est-ce que tu vois une différence entre les indigos de l'époque, où peut-être que nous, on a plus vécu dans le dur, et maintenant, les enfants actuels qui s'autonomisent à 3 ans, à 8 ans, qui vont vite, en fait? Oui, non, tu as tout à fait raison. Ces jeunes enfants-là, d'après ce que me disent les éducateurs, parce que je reçois très peu, hein, en fait. Moi, c'est parmi évidemment les patients, les familles, et surtout beaucoup d'adultes qui ont vécu ça ou qui ont des enfants comme ça. Et également les témoignages qui ont été laissés sur l'espace du réseau des professionnels de santé, que j'ai eu tous ces témoignages, et que j'ai pu construire mon livre. Donc, en effet, des témoignages que j'ai et des quelques exemples que je peux recevoir, ils vont plus vite, ils ne se laissent pas manipuler. Et en fait, surtout les dernières générations, ils rayonnent tellement quelque chose de comme s'ils rayonnaient l'amour, une sorte de présence très, très évidente, très tranquille, que on n'a pas envie de lutter avec eux.
Ouais. Alors que les enfants indigos, avant, on a dû se battre pour quelque part se poser et se faire reconnaître dans notre différence. Ces enfants-là, ils sont simplement là. Ils n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit. Ils rayonnent. Et un être qui rayonne est un être qui attire. Et surtout, s'il exprime quelque chose de beau, quelque chose de juste, eh bien, on le respecte. Et tous ces petits, ce que nous disent des sages-femmes, qui naissent avec ce regard très ouvert, très présent sur la vie, comme si on regardait une vieille âme, c'est très très impressionnant pour les gens qui rencontrent des bébés comme ça. Waouh. Et j'ai une de mes collègues qui a, je pense qu'elle se reconnaîtra si elle écoute ce soir ou en podcast, qui a 2 enfants, et 2 enfants qui, de mon point de vue, sont des enfants vraiment entre guillemets indigos, même si ce sont des enfants d'aujourd'hui, du présent. Et il y en a un qui est très actif, très présent, très ancré dans la terre, et l'autre qui est complètement, c'est un enfant des étoiles, il est complètement, il n'est pas planant parce qu'il se développe très très bien, il n'y a pas de problème, mais on sent un enfant qui a une sorte d'ouverture déjà spirituelle, et tous les deux, très différents, ont quelque chose à jouer, et ils ne sont pas descendus dans n'importe quelle famille. Cette amie qui, de mon point de vue aussi, est certainement une enfant indigo. Ok, merci. Sana, est-ce que tu aurais une question qui te donne envie de... Oui, il y a effectivement cet espace familial où on pourrait très bien être dans un enfant indigo peut être avec d'autres, une fratrie qui ne le serait pas. J'imagine que la portée peut être encore d'autant plus importante parce qu'au bout du compte, comme on l'a bien compris, avant c'était plus entre guillemets une tare où il fallait vraiment travailler pour se faire sa place en fait, clairement dans la famille, alors que là c'est plutôt le guide, si j'ai bien compris. Alors le guide, en fait c'est un guide qui n'impose jamais. Oui, naturel. C'est naturel. Voilà, il y a quelque chose de naturel. Il ne demande pas aux gens de le suivre. Un enfant d'aujourd'hui ne va pas faire de prosélytisme, il va être tout simplement et inspirer les autres. C'est vraiment comme une chaîne de petits bonheurs et de petits services. Il y a une personne qui aide une personne, qui va elle-même aider une personne, etc. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là chez ces nouveaux enfants qui vont donner l'exemple. Et quoi de mieux que de donner l'exemple pour permettre aux gens et pour inspirer les autres et les autres enfants d'aller vers le bien, parce que la très très grande majorité des enfants ont envie d'aimer et d'être aimés. Enfin voilà, c'est extrêmement agréable d'être reconnu, qu'on nous félicite, d'être gratifié. Et en fait, ces enfants-là, ils le font très naturellement, très spontanément, et ils donnent l'exemple. Et s'ils naissent avec une fratrie qui ne l'est pas, ils vont tirer vers le haut cette fratrie. Tout à fait, tout à fait. Alors on parlait des enfants, mais on parlait aussi des éducateurs, et je pense que là il y a un très grand rôle. Je pense que ce livre que tu as écrit est primordial auprès aussi des éducateurs. Tu parlais d'inclusion tout à l'heure. Comment on pourrait intégrer ces notions-là auprès des enseignants, des personnes qui pourraient accompagner les élèves indigos le mieux possible et les mettre à leur juste place aussi. Cette inclusion comprend l'accueil de toutes les différences. Je pense que là, il y a des outils en effet à développer, que ce soit des enseignants ou des éducateurs, avec les exemples. Alors, je voyais qu'il y a très peu de temps, c'est un petit exemple assez prosaïque, mais pour les enfants, je pense que ça illustre bien le phénomène. Le Pérou a vu toutes ces pommes de terre qui ont été, je crois, dans le patrimoine universel. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là, je ne me souviens plus, j'ai vu ça passer rapidement. C'est une très très grande richesse, un peu comme les tomates. Et quand les enfants, eux, ils vivent avec des exemples.
Donc, vous emmenez votre enfant au marché, vous lui montrez la diversité de tout ce qu'il peut y avoir. Vous l'emmenez dans des jardins, avec, surtout là au printemps, il va y avoir le printemps avec toutes les fleurs. Et vous lui dites, tu vois, est-ce que ce serait mieux pour toi qu'il n'y ait que des pâquerettes ou qu'il y ait des grosses tomates comme ça ou que les mêmes pommes de terre, ou est-ce que tu penses que c'est beaucoup plus joli ou beaucoup plus intéressant qu'il y ait toute cette diversité? L'enfant, on connaît déjà sa réponse. Bien sûr. On va lui dire, tu vois, dans la classe, c'est tous différents, comme toutes les fleurs, comme tous les légumes du potager, et c'est drôlement bien. Et donc, mettre en avant toutes les qualités de chaque enfant. Donc, il va y avoir un enfant, ce que je disais tout à l'heure, qui va être en dessin, il y a un enfant qui sait déjà lire, qui apprend très très vite, un enfant qui est passionné par les chiffres, un enfant qui sait déjà faire construire plein de choses, un enfant qui devine des choses, qui peut voir l'invisible. Moi, je veux vraiment accueillir grâce à l'inclusion et aider les enfants à se reconnaître et à respecter chez les uns et chez les autres les qualités qu'ils ont tous pour pouvoir faire une grande classe extrêmement compétente grâce à l'addition de tous les potentiels. Ça, c'est un peu ma vision des choses. Voilà. Après, il y a certainement plein d'outils. Moi, je ne suis pas éducatrice, je suis psychologue, ni enseignante. Et je pense que les éducateurs, déjà, s'ils sont ouverts et sensibilisés à ce que peuvent être ces enfants différents, on parle des indigos, mais c'est effectivement, il y a les autistes, les dyslexies, tous les 10, des enfants potentiels, des enfants qui sont, au contraire, qui ont une intelligence plus limitée, mais qui ont d'autres qualités. Quand on voit les trisomiques 21, par exemple, j'avais travaillé il y a longtemps avec ces enfants-là, mais c'est de la tendresse à l'état pur. C'est vraiment des enfants qui sont extrêmement attachants. Et ils ne voient pas le mal. On va se moquer d'eux, ils vont rire avec la personne qui se moque d'eux. Donc, quelle leçon d'humanité aussi, tous ces petits-là, quels qu'ils soient. Et un éducateur accompagne tous ces enfants-là. Donc, s'il est lui-même formé, sensibilisé, conscient de l'intérêt, de la richesse, de la diversité, il va faire passer ça très naturellement parce qu'il va être lui-même. C'est comme le film qui a déjà quelques années, vous connaissez bien, sur Avoir et Être, sur cet instituteur merveilleux on avait filmé sa classe, avoir ou être, mais savoir avoir, certes, mais et être surtout. Donc voilà, je pense qu'un éducateur qui est très inspiré et conscient de toutes ces différences et qui est bien dans ce qu'il est, plutôt que il a des outils, certes, mais dans ce qu'il est, il va faire passer les choses simplement. Et puis, se forme à la communication non violente, dont je parle dans le livre aussi, qui est vraiment une méthode tout à fait inspirante également. Donc, ces enfants-là, ces nouveaux enfants, ils font de la communication non violente spontanément, par exemple. Ils n'ont pas besoin de la technique. Complètement. Et tout ce qui est de l'école Montessori aussi, est-ce que tu as un point de vue par rapport à ça et l'utilité pour ces enfants? Oui, l'idée de Maria Montessori est excellente. Maintenant, il y a de très bonnes écoles Montessori et il y a des écoles Montessori qui usurpent, il faut le savoir aussi, qui usurpent un peu le titre parce qu'ils ne font pas du tout du Montessori. Moi, j'ai eu des personnes qui m'ont témoigné que malheureusement, ils étaient très très déçus. Donc, je crois qu'il faut garder du bouche à oreille. Et puis, moi, je fais le pari que dans les petites structures aussi à la campagne, par exemple, où il y a peut-être 2-3 niveaux, un instituteur, on dit maintenant un maître ou une maîtresse d'école, qui, comme un éducateur, j'en parlais juste avant, qui est inspiré, qui comprend, qui connaît et qui est dans cette ouverture, dans cette générosité, dans cette conscience, eh bien, il va permettre à ses enfants, et ce ne sera pas du tout du Montessori, du Freinet ou quoi que ce soit, mais il va permettre à ses enfants de se développer très harmonieusement et d'apprendre aussi en fonction de ses capacités, là où il en est. Grâce aussi au partage avec les autres, surtout quand il y a 2 ou 3 niveaux, comme dans les petites écoles de campagne. Tout à fait. Merci Patricia. On a de belles personnes qui sont arrivées ce soir avec nous. Il y a Estelle qui aimerait que tu expliques le terme indigo parce qu'elle ne sait pas ce que c'est et je pense que ton résumé va bien l'intéresser.
Alors, je reprends la définition des enfants indigos qui a été inspirée, on va dire, par Nancy Ann Tape, qui était une parapsychologue, qui est toujours une parapsychologue américaine, qui a travaillé à San Diego, université à San Diego, avec le docteur McGregor, qui voyait l'aura de certains de ses enfants qui étaient de couleur bleu indigo. Et ces enfants avaient tous une grande ouverture spirituelle, une sorte de conscience nouvelle. Beaucoup avaient des dons qu'on appelait auparavant paranormaux, des dons de clairvoyance, voilà, des dons d'hyperconscience, de transcendance. Et donc, elle a appelé ces enfants indigos. Donc ça, c'était dans les années 70. Donc, ce sont des enfants qui sont un peu inclassables. Et ce que j'expliquais, c'est qu'ils ont cette ouverture spirituelle au divin. C'est un petit peu difficile à dire parce que pour eux, Dieu est partout. Tout est relié. Ils ont pour eux, c'est évident que la nature comprenant les animaux, les végétaux, les minéraux, sont leurs amis. C'est pas des personnes naturellement, mais sont des êtres à part entière comme eux. Et que chacun a droit au respect. Ce sont souvent des enfants qui n'aiment pas manger de viande. Ils sont parce qu'ils ont l'impression qu'on va manger un des leurs, des animaux, et qui respectent la nature. Donc voilà, c'est un petit peu un résumé pour si je peux répondre à Estelle, pourquoi on a appelé ces enfants indigos. Et aujourd'hui, vous parliez de ces nouveaux enfants, ces enfants du présent, ces enfants actuels, quel que soit le nom qu'on leur donne. Et ces starseeds, ces enfants cristal et arc-en-ciel. Donc c'est vrai que c'est des enfants qui, ce que j'expliquais, sont davantage dans l'être. Ils n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ils rayonnent. Et quand un être rayonne, il attire les autres. Et rayonnant évidemment le bien, le beau et le bon. Je ne parle pas de l'ombre, même si on a besoin d'ombre pour voir la lumière. C'est-à-dire qu'en ce moment, dans notre société, on devrait bien la voir, la lumière, parce que... En effet. Merci. Ok, c'est magnifique. Merci, Patricia. Ce que je voulais dire, c'est que parfois, quand on est indigo, travailler dans le salariat, dans le monde actuel, c'est pas facile. Donc, je parlais, tu vois, d'éducatrice. Je l'ai été. Maintenant, j'accompagne les personnes hypersensibles. Donc, j'ai préféré faire du tête-à-tête pour le faire bien. Parce que les groupes, parfois, tu peux pas bien t'occuper de l'enfant qui est trisomique, de l'enfant qui est en fauteuil, de l'enfant qui est autiste, etc. Et par rapport à ça, qu'est-ce que tu en penses? Comment les enfants spéciaux comme ça, et ensuite les adultes, ils rentrent dans la société et en étant heureux, comment ils font? Parce qu'elle n'est pas toujours très adaptée à eux. Oui. Alors, effectivement, tu as donné un adjectif que j'ai omis de dire, mais qui est essentiel, c'est l'hypersensibilité et l'empathie. J'avais parlé des enfants hyper empathiques, mais effectivement, ce sont tous des hypersensibles. Et bien évidemment, on a aussi besoin, dans nos sociétés, dans des grosses structures, de personnes comme cela. Je me souviens, il y a des années de cela, j'avais une patiente, alors à l'époque, j'étais pas trop, je ne m'étais pas intéressée, en tout cas, sur cette notion d'indigo, même si je voyais bien qu'un certain nombre de personnes étaient vraiment hypersensibles, clairvoyantes. Et cette dame-là souffrait beaucoup d'exercer son métier dans un cadre très particulier. Je vais vous expliquer. Elle était inspecteur des impôts. Et elle me dit, mais vous vous rendez compte, c'est terrible mon métier, je demande de l'argent aux gens, etc. Je dis, mais heureusement qu'il y a des gens comme vous dans ce métier-là. C'est une de l'humanité. Et heureusement que des gens qui sont en grande difficulté financière tombent sur vous parce que vous les aidez à échelonner, vous les accueillez, vous comprenez leurs difficultés, donc bien entendu qu'ils vont devoir payer leurs impôts. Mais quand on est en grande difficulté comme ça, d'être accueilli par une personne telle que vous dans ce genre de structure, mais c'est un super cadeau. Donc il y a effectivement des personnes hypersensibles qui vont apprendre à faire avec leur hypersensibilité, à prendre du recul pour vraiment, dans certaines structures, je vous parle par exemple de ce genre d'institution,
amener de la sensibilité, amener de l'écoute, amener de l'accueil et de l'empathie et de l'amour, là où normalement ça manquerait très sensiblement. On a dans ma patientèle, j'ai aussi des personnes qui sont qui font partie des forces de l'ordre, policiers, gendarmes, dans l'armée, etc. Et ces personnes-là, en fait, elles ont toute leur place. Parce qu'elles réussissent à faire avec leur hypersensibilité et à amener de l'amour quelque part dans un métier et dans un contexte si difficile. Alors, je ne parle pas de personnes qui seraient obligées de tuer quelqu'un. Là, effectivement, j'ai reçu des personnes qui étaient sur des expéditions très très dangereuses. Donc ça, c'est un petit peu différent. Mais là, je parle de gens qui vont accueillir des récits extrêmement douloureux, des policiers. Et ces gens-là, heureusement qu'ils ont cette ouverture-là pour pouvoir travailler dans ces contextes-là. Ensuite, vous avez des gens qui ne le supporteront pas du tout. Et puis, il y a des entreprises, des services, certains services qui sont très toxiques, c'est vrai. Et là, ils partent. Et on voit beaucoup de trentenaires d'ailleurs qui ne veulent plus du tout travailler dans un climat de compétitivité exacerbée, qui ne veulent plus travailler dans un climat et dans un contexte où ils ne s'y retrouvent pas, où ils ont l'impression qu'il n'y a pas de valeur, en tout cas il n'y a pas de valeur à eux, et qui partent. Qui démissionnent. On voit bien aux États-Unis aussi, il y avait une vague de démission. On le voit aussi en France. Tout à fait. Et ces jeunes-là, soit ils se mettent à leur compte, et c'est difficile, vous le savez bien, pour arriver à en vivre aussi. Soit ils se regroupent en communauté. Et vous avez quelques communautés qui font qui cultivent. Il y a un enseignant qui est là, ils mettent en commun un certain nombre de choses. Donc ces communautés existent. Ce qu'il faut, c'est qu'elles respectent la loi aussi, parce que c'est pas toujours évident pour certaines de ces communautés de survivre, parce que certains sont un petit peu, font un pas de côté par rapport à la loi, et c'est très important de la respecter. Si on ne respecte pas la loi, malheureusement, on ne peut pas apporter quelque chose. Quand je parle de la loi, c'est par exemple une personne qui veut vivre dans une yourte. Je sais que j'avais eu une patiente qui m'avait dit que sa fille vivait dans une yourte, et elle avait été contestée par certainement les mères. Et voilà. Et donc, commencer par respecter la loi pour ensuite sensibiliser, donc démontrer, faire un dossier pour montrer que sur un plan écologique, c'était quand même quelque chose de très, très intéressant. Maintenant, je mets un bémol. Respecter la loi quand elle est imposée pour tuer. Bon, ça, je ne vais pas donner d'exemple particulier parce que c'est certains de mes patients qui m'en parlent. Là, c'est autre chose, c'est vraiment un cas de conscience. Moi, j'ai pas d'ordre à donner, enfin, je donne évidemment aucun ordre, mais aucun conseil à donner. C'est vraiment à chacun de prendre ses responsabilités aussi et de faire de vivre ce qu'il a à vivre, même s'il se sent parfois évidemment hors la loi. Là, c'est vraiment de la responsabilité personnelle. Et je vois avec certains de mes patients, évidemment, moi je ne dis pas il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. C'est à chacun de savoir quelle voie il va prendre, ce qu'il va choisir, s'il est effectivement un petit peu en dehors de la loi pour respecter ses valeurs. À condition que ça ne. C'est toujours pareil, l'idée, c'est à condition que ça ne fasse pas du mal à d'autres. C'est toujours. Là, c'est là où j'interpelle la personne. Si une personne me dit moi, je préfère ne pas respecter la loi dans tel secteur ou dans tel cas, je dis oui, mais là, vous risquez de mettre à mal, par exemple, votre voisin ou certaines autres personnes. Et là, je les interpelle là-dessus. Et c'est vrai que les indigos et ces nouveaux jeunes qui ne veulent plus vivre cette société matérialiste ont parfois tendance justement à manifester
à ne pas vouloir rentrer dans ce qu'on appelle ce grand système. Mais parfois, il faut rentrer un peu dans le système. Ça dépend il y a des combattants qui, vous voyez des gens par exemple Greenpeace, qui vont faire des actions tout à fait défendues. Donc je parlais aussi de ces gens-là, bien entendu, qui ne respectent pas la loi, pour sensibiliser. Donc c'est un peu des combattants. Et puis il y a les autres qui vont tout doucement, comme cette dame qui était inspecteur des impôts, rentrer dans un système justement pour y mettre de l'humanité. Et ça, c'est vraiment en fonction de votre personnalité. Tout à fait. Merci, Patricia. Merci beaucoup. Alors, j'avais une question, Patricia. Entre les indigos et l'amour, comment ça se passe, les relations? Comment ça se passe avec cette hypersensibilité, avec toutes ces choses? Est-ce qu'on peut voir des tendances peut-être à l'attachement, à la dépendance, ou au contraire, est-ce qu'il y a des différences entre les indigos d'avant et les indigos d'aujourd'hui? Enfin, est-ce que tu pourrais poser des éléments là-dessus? Tous ces êtres-là, que ce soit les indigos, les enfants d'aujourd'hui, ce sont tous des enfants qui sont portés par l'amour. L'amour d'autrui, l'amour de la vie, de toute façon. Et c'est important qu'ils apprennent aussi l'amour d'eux-mêmes, qu'ils ne soient pas ni dans le sacrifice, ni dans le fait de s'exclure du monde environnant, au prétexte quelque part que personne ne leur ressemble et que c'est très difficile pour vivre une relation amoureuse. Les êtres se reconnaissent de fait de leur vibration. Donc on va être attiré par une personne avec laquelle il va y avoir une vibration qui peut être commune, complémentaire, et toute relation de couple va nous apprendre quelque chose aussi. Ça va être comme tout travail, ça va être une rencontre fructueuse, même si ça se solde par une séparation, parce que ça nous aura appris des choses sur nous et ça nous aura appris des choses sur la vie. Quand on s'incarne, évidemment, on a l'impression d'être coupé de cette grande magie de l'amour qu'on rencontre quand on vit une AMI, par exemple. Et quand on revient sur Terre et qu'on vit dans cette matière et qu'on se rend compte que soi-même et les autres, nous sommes pleins d'ombre, c'est très, très difficile. Et c'est vrai que les relations amoureuses sont souvent un peu difficiles pour les indigos qui, des fois, sont un petit peu naïfs. Et au début, ils vont penser que tout le monde aime comme eux et se jeter à corps perdu dans une histoire. Mais on est là incarné pour apprendre les choses de la vie. Et toute relation amoureuse, aussi difficile soit-elle, va nous apporter quelque chose, va nous apprendre quelque chose sur nos fonctionnements, puisque en tant qu'incarné, on a une personnalité. Et notre travail aussi, c'est d'affiner notre personnalité et d'apprendre à connaître comment on fonctionne. Et rien de tel que de connaître comment on fonctionne quand on est dans la relation à l'autre. Alors, quand on est parent, parce que les enfants nous apprennent, vont nous chercher au plus profond de nous-mêmes quand on est parent, vont vraiment nous obliger quelque part à beaucoup de générosité, d'altruisme, et c'est quelque chose que la très, très grande majorité des parents peut vivre. Même on est épuisé en pleine nuit avec un tout petit bout, on va se lever parce qu'il nous appelle. On discute même pas, on le fait. Et donc, les enfants nous apprennent vraiment à aimer. Et dans une relation amoureuse, on apprend beaucoup sur soi et on apprend aussi à aimer et on apprend le discernement. Merci beaucoup, Patricia. Merci. On a Laetitia qui est indigo, hypersensible, qui vient de se découvrir indigo il n'y a pas très longtemps. Et elle te demande, est-ce que tous les indigos ont pu réussir vraiment bien de manière générale? Alors, tout dépend ce qu'on appelle réussir vraiment bien. Bon, déjà, apprendre à se reconnaître tel qu'on est, c'est déjà réussir, une façon de réussir. Et qu'est-ce que c'est que la réussite? Je pense qu'à partir du moment où on apprend à se reconnaître et
on apprend à aimer, à aimer l'autre, à aimer nos enfants, à aimer la vie, tout simplement. Parce que quand on est sur Terre, c'est vraiment important d'aimer la vie. La Terre est une planète magnifique. On réussit quelque part. Parce que c'est vrai que ce mot réussir, dans notre monde un peu matérialiste, c'est réussir socialement, matériellement. Alors qu'en fait, réussir, c'est quoi? C'est réussir à s'aimer sans narcissisme excessif, naturellement, c'est-à-dire à se reconnaître tel qu'on est, avec nos ombres et avec notre lumière, et à progresser. Et à réussir à aller vers la voie d'exercer, par exemple, une activité, que ce soit un métier ou une activité parallèle. Hein, si on peut avoir un métier et développer à côté un hobby qui est en correspondance avec nos valeurs. Et réussir, c'est de réussir à être heureux, quoi, tout simplement. Merci. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à cette personne, mais en tout cas, c'est ma réponse. Mais c'est parfait. Merci beaucoup. On a aussi Félicia qui te dit « Je ne suis pas insensible, bien au contraire. Je suis hypersensible et incomprise par tous ces humains et je ne suis pas jeune. J'ai 70 ans et ce n'est pas facile d'expliquer ce que je vis. J'attends. » Alors, bonsoir Félicia. J'ai presque votre âge. Donc, voyez-vous, c'est vrai que moi, j'ai vécu beaucoup l'incompréhension également, surtout par rapport à ce que je vivais quand j'étais enfant, où j'avais l'impression que j'étais la seule à avoir certaines choses. Et ensuite, après mon EMI, jusqu'à ce que je découvre les livres de Raymond Moody, et puis 10 ans plus tard, La Source Noire de Patrice Frère-Nessel, qui étaient vraiment deux ouvrages déterminants pour moi, qui m'ont beaucoup aidée. Donc, je pense que quel que soit l'âge que l'on a, c'est toujours intéressant de garder la curiosité, de comprendre, de découvrir, de lire. Il y a plein de, maintenant, sur Internet, hein, vous en êtes vraiment l'illustration avec vos vibraconférences de grands changements. Il y a plein de supports qu'on a la chance d'avoir maintenant. Et je trouve qu'à 70 ans, ça va être super merveilleux de découvrir quelque chose. Et que, en fait, on a peut-être vécu 70 ans en se sentant seul, mais quel bonheur de se dire, mais il y a plein de gens comme soi. Donc, de vivre aussi ce bonheur de se découvrir enfin peut-être, mais en tout cas, de ne pas attendre, c'est maintenant qu'on est heureux. Et c'est maintenant qu'on découvre que d'autres personnes sont comme nous. Et grâce à ces Zooms, à ces conférences, à ces livres aussi, hein, c'est aussi pour ça que j'écris ce livre, il y a des conférences en direct, on peut rencontrer d'autres personnes, il y a des groupes de partage, il y a des groupes, il y a plein de choses qui se font. Alors évidemment, quand on habite la campagne, c'est plus compliqué, mais avec les chats, avec certains réseaux aussi, on peut échanger avec d'autres personnes, même si on ne les voit pas malheureusement physiquement, parce qu'on est loin, parce qu'on peut difficilement se déplacer, et échanger avec tous ces gens qui ont des points communs avec nous. Et je pense que ça, c'est vraiment merveilleux de se dire, même à 70 ans, chouette, je redécouvre des gens qui sont comme moi. Enfin, de mon point de vue, c'est une grâce. Moi, j'ai attendu aussi longtemps, pas aussi longtemps que madame, mais j'ai attendu quand même pas mal de temps pour comprendre que je n'étais pas la seule à vivre ça. Merci Patricia. Alors tu parlais de support justement. Tu nous offres cette possibilité d'aller encore plus loin que cette Vibra-conférence. Nous allons avoir la possibilité de vivre 3 instants, 3 rencontres exclusives, 2 ateliers et un atelier questions-réponses avec toi pour rentrer dans ce vif du sujet, ou peut-être on rentrera dans le détail de ces expériences extraordinaires dont tu parlais avec tes EMI et peut-être des éléments très pointus qui nous permettront d'arriver encore plus dans notre recherche intérieure, à évoluer et à s'exprimer, comme tu disais, peut-être à rayonner encore plus. Hein, c'est peut-être que nous, on a encore ce travail de rayonnement à faire parce qu'on a encore le travail d'amour de soi, de pouvoir rayonner encore mieux. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu, Patricia, de ces trois moments phares? Il faut que je vais reprendre. Oui, je peux faire un partage. Je peux faire un petit partage d'écran si tu le souhaites. Oui, je l'ai préparé sous les yeux. Voilà. Alors, il y a l'atelier du jeudi 25 avril. Oui. Donc là, je reviendrai sur la définition de cet adjectif indigo.
parce qu'il y aura peut-être des précisions qui seront apportées, puis des questions aussi et des apports, parce que comme nous avons fait là, pour moi, une conférence et un atelier, c'est toujours des échanges. Donc sur l'origine, l'actualité, ainsi que je reviendrai sur qu'est-ce que c'est qu'une expérience extraordinaire. Donc on verra ça lors de ce premier atelier. Et on pourra identifier les 4 types d'indigo dont j'ai déjà parlé. Donc chacun pourra ainsi se reconnaître, ou bien reconnaître un proche, un enfant, un neveu, une nièce, etc., en fonction de ces catégories. Sachant que les catégories ne sont jamais fermées, c'est-à-dire qu'une personne peut être à la fois humaniste et artiste. Évidemment, on donne des étiquettes, mais c'est pour s'en détacher par la suite. Lors de l'atelier du mercredi 15 mai 2024, donc je crois que tout est à 19h, me semble-t-il. Tout à fait, heure de Paris. Tout à fait. Donc là, on va justement explorer les différentes catégories d'expériences extraordinaires, parfois associées, parfois complémentaires. Par exemple, la télépathie, la radiesthésie, la psychokinèse, ou encore la canalisation, les VSCD, qui sont les vécus subjectifs de contact avec les défunts, ou les EMI, une expérience de mort imminente. Donc les personnes pourront partager aussi leur expérience, ce qui sera une grande richesse pour tous les participants. Et le dernier atelier du 5 juin, là, ce sera consacré à toutes les questions, donc réponse aux questions, notamment dans la façon dont on va pouvoir reconnaître un enfant indigo et comment l'aider à grandir harmonieusement. Et donc, chacun pourra exprimer son avis sur ce qu'apportent ces indigos à notre société et pourquoi ils semblent arriver en plus grand nombre aujourd'hui. Merci beaucoup, Patricia. Merci pour ces détails. J'en profitais pour faire un petit partage d'écran. Je ne sais pas si vous avez, si vous l'avez pu le lire, vous avez pu le voir. Parce que du coup, moi, quand je fais le partage, je le vois. On l'a vu. Parfait. Oui, parfait. Oui. Merci. Ce que je voulais aussi ajouter, c'est que vous allez avoir la possibilité d'avoir accès aussi aux premières pages du livre via un lien. On pourra aussi vous communiquer éventuellement après vous êtes procuré les ateliers en bonus. Donc pensez à vous inscrire et vous aurez à ce moment-là aussi les premières pages, mais on vous invite vivement déjà à vous le procurer parce qu'à mon avis, vous allez vite vouloir en savoir un petit peu plus, donc ce sera vraiment très incomplet et vous aurez vraiment envie d'aller encore plus loin. Oui, puisque dans ce livre, justement, c'est illustré pour que ce soit facile à lire, je l'ai illustré par des histoires avec des enfants, des jeunes qui ont des capacités différentes. Et ça donne vraiment idée de comment peut se développer un enfant, un jeune, quelles difficultés il peut rencontrer. Et pourquoi aussi il vit des choses comme ça. Donc il y a tout le côté un peu plus psychologique, un peu didactique, et puis il y a toutes les histoires. Et d'ailleurs j'ai même une patiente qui m'a dit moi ce qui m'intéressait, c'est pas le côté psychologique, c'était des histoires. Ouais. On adore ça de toute façon. Oui, raconter des histoires, surtout que c'est inspiré d'histoires vraies. Bien entendu, j'ai modifié beaucoup de choses pour préserver la confidentialité des personnes, mais c'est inspiré d'histoires vraies. Wow. Annelise, est-ce que tu aurais une question? Oui, j'ai Mike qui pose une question. Il te dit, dans cette densité, si on arrive à rester soi jusqu'à sa mort, c'est beau. On peut être fier de cela. Est-ce que tu peux nous parler de ça, Patricia? Tu vois, le fait d'arriver à être soi-même, d'arriver à être authentique avec nos valeurs, avec nos ressentis, nos émotions, peut-être avec parfois des collègues, des proches qui sont différents de nous, qui n'ont pas cette sensibilité. Comment on fait? Et en effet, c'est beau d'y arriver. C'est beau d'y arriver, c'est un challenge du quotidien. J'ai une amie que certainement dont vous avez entendu parler, Nicole Dron. Ah oui. Et mon premier témoignage de EMI, c'était avec elle lors du congrès sur le corps énergétique de l'homme. C'est une femme rayonnante, justement. Elle a consacré sa vie à faire ce partage. Et c'est une femme extrêmement rayonnante qui, de mon point de vue, n'a pas beaucoup de défauts. Et elle-même dit, mais c'est de tous les jours. Et on dit que vraiment le diable est dans les détails, mais c'est de tous les jours que effectivement on est confronté à nos difficultés, à nos tentations,
Et tous, autant qu'on est, on a ces petits signes. Et elle dit, elle explique à son petit-fils, mais tu sais, le diable, il s'infiltre en faisant en sorte que j'aime un peu trop le chocolat. Alors, si elle a que ce défaut-là, franchement, ça va. Ça va. Mais tous, il y a des moments où on se dit, mais là, j'ai pas été authentique, là, j'ai pas été courageux aussi. Là, j'ai pas été honnête avec moi-même, même, hein, simplement. Et c'est vrai que c'est beau, c'est pas tant le fait d'être comme ça maintenant, c'est d'être sur le chemin. Et en fait, tout dépend du chemin parcouru. Si on se reconnaît avec tel travers, tel défaut, l'idée, c'est pas de devenir, on peut pas du jour au lendemain de devenir tout à fait complètement authentique. C'est très très compliqué, mais c'est d'être sur le chemin. Et le jour où on arrivera à la fin de notre vie, quelle que soit la longueur de notre vie, notre âme sait, mais voilà, comme on dit, Dieu seul sait le jour où on partira. C'est vraiment quand on est de l'autre côté, lors de ce moment où il y a la revue de vie, dire comment tu as aimé. C'est vraiment la question qu'on aura. Et en fait, c'est ça qui est beau. C'est que petit à petit, on progresse, on trébuche, c'est pas grave, comme les enfants. On se relève et on repart. Et c'est ça qui est beau. C'est pas tout le fait d'être aujourd'hui je suis authentique, aujourd'hui j'ai fait des belles choses, aujourd'hui j'ai donné. Non, c'est comment on va évoluer, comment on va progresser, comment on va s'affiner jour après jour pour que justement à la fin, au moment où on partira, on dit là j'ai fait des progrès et je suis imparfait, mais j'ai travaillé, j'ai fait des progrès. C'est ça qui compte. C'est magnifique. Et en effet, c'est ça qu'elle avait résumé. Elle avait dit qu'on lui avait demandé à Nicole Dron, comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour les autres? Donc, c'était les deux questions, tu vois, qu'on lui avait posées là-haut. Et ça, je trouve que ça résume à peu près ce qu'on a à faire sur Terre. Mais par rapport à ça, Patricia, tu sais, les indigos, ils ont souvent peut-être des angoisses un peu de mort. Ils se disent, si je ne suis plus avec mes proches, je vais vraiment être très malheureux, etc. Est-ce que tu peux les rassurer un petit peu parce qu'ils vivent tout le temps un peu aussi avec la mort, avec la vie. Ils sont peut-être moins incarnés que des gens classiques qui ne pensent pas à la mort tous les jours. Est-ce que tu pourrais les rassurer pour leur dire que juste derrière, ça sera beau aussi? Comment tu vois les choses? Alors, notre âme sait ce que je disais. Donc, l'âme de chacun d'entre nous sait que la beauté, elle est partout. D'accord. Etty Elsom a écrit des choses merveilleuses où elle parlait comment on peut découvrir ça, qu'il y avait quand même de l'amour et de la beauté dans les camps de concentration. C'est ça. Quand on lit des choses comme ça, de témoignages de personnes aussi exceptionnelles qui ont vécu l'horreur absolue et qui peuvent voir l'amour là où personne d'autre ne le voit, que la souffrance, ça nous donne une grande leçon de vie. Donc, l'amour est partout, il est de l'autre côté. Bien sûr, un jour, on repartira revoir notre famille d'âme. Là, on est à l'école, mais on est à l'école, on est là. Et puisqu'on est là, eh bien, on va faire le maximum pour ne pas avoir à redoubler. Et l'incarnation, c'est par l'incarnation, par la matérialité qu'on évolue. Bien sûr, de l'autre côté, on apprend. Mais si vous apprenez une technique, quelle qu'elle soit dans un livre, vous avez appris par cœur. Vous avez appris comment planter telle ou telle fleur, comment faire pousser ceci, cela, dans le livre. Il va bien falloir aller remuer la terre, planter les graines, labourer, pour savoir vraiment comment faire. Sinon, vous êtes, comme on dit, désincarné. Donc vraiment, je conseille l'incarnation. Vivez pleinement votre incarnation. Peut-être avec des balades en forêt, du jardinage, du sport, une activité créatrice qui utilise les mains, des jeux, des jouets, pour les enfants. Mais on est ici pour être incarné. Et le jour où on aura terminé, quel que soit le temps qu'on a passé sur cette terre, eh bien, on reviendra de l'autre côté pour continuer à apprendre, pour certains, pour ceux qui veulent. Mais ne loupons pas notre incarnation. On est là pour quelque chose. Wow. Merci. Merci.
Très bon message. Oui, oui. Je t'en prie, Oui, en Amélie, fait, vas-y. c'est juste que c'est tellement en lien que j'ajouterais ça. En fait, tu vois, Estelle se demande, elle dit quels sont les adversaires des indigos et sont-ils dans un combat? Tu vois, des fois, les indigos, ils se croient en guerre, où ils ont l'impression que tous les autres sont contre eux ou qu'ils sont trop différents des autres, donc ils se sentent seuls. Est-ce que tu peux nous parler de cette paix plutôt que la guerre? Bien sûr qu'on a l'impression, surtout qu'il y a toute la guerre autour de nous, et que parfois, bien sûr, on nous fait la guerre. Enfin, c'est d'ailleurs une expression, hein, on nous fait la guerre dans notre service, dans notre entreprise, etc., etc. Et c'est un énorme challenge. Alors, bien entendu, si on dit aux gens, quelque part, c'est une chance qu'on vous fasse la guerre, parce que contre la guerre, le meilleur rempart, c'est la paix. Donc, essayez d'incarner la paix pour ne plus attirer la guerre. Alors, c'est un peu provocateur ce que je dis, bien entendu, parce que quand on est dans un service ou dans une situation où on se fait harceler, où c'est extrêmement difficile, on se dit, mais comment trouver la paix? C'est un énorme challenge. Et c'est vrai que pour l'indigo, surtout pas pour les enfants qui naissent actuellement, parce que eux naissent, comme on en parlait au début, ils rayonnent tout de suite, mais pour les indigos que nous avons été, où il a fallu effectivement se battre pour se faire une place dans la société, pour supporter aussi l'adversité autour de nous, le rejet, l'injustice, ça a été très très compliqué. Mais quand on comprend que que toutes ces blessures-là, c'est pour nous montrer qu'à travers cette blessure, il y a la lumière, quand on apprend à la soigner et à la regarder en face, là, on voit les choses complètement autrement. Et c'est un gros travail sur soi, à la fois psychologique et spirituel, j'en conviens. Le combat, il est d'abord contre soi-même, en fait. Enfin, contre soi-même, avec soi-même, c'est pas contre soi, c'est une mauvaise expression. Avec soi-même. Faire la paix avec soi. C'est ça, d'ailleurs, il y a Fabrice Midal qui parle foutez-vous la paix dans son livre pour prôner l'intérêt de la méditation, pour trouver la paix intérieure. Et en fait, on a du mal à trouver la paix intérieure, on est stimulé en permanence, on n'arrive pas à se poser, beaucoup de gens ne supportent pas le silence, et ils se font la guerre en fait. Hein. Donc, quelque part, ils attirent aussi l'adversité autour d'eux. Merci. Merci Patricia. Annelise, est-ce que tu aurais une question à poser pour on arrive tranquillement à la fin de cette conférence, mais peut-être pour clore, ou presque clore ce moment. Tout à fait. Merci en tout cas Patricia pour ta belle présence. Ça a été vraiment passionnant. Et trois présences qui s'unissent pour donner quelque chose de vraiment beau et agréable. Et merci pour votre invitation à toutes les deux. Merci. La dernière chose, ça serait, est-ce que tu peux résumer pour les indigos actuels comment ils peuvent faire pour mieux vivre encore dans leur travail, dans leur famille, avec leurs proches, avec leurs amis, sans se sentir si différents ou parfois si seuls? Alors, déjà savoir que s'ils sont comme ça, c'est qu'ils ont un rôle à jouer. De se reconnaître aussi avec leur hypersensibilité, avec leurs valeurs, et de se vivre comme une personne qui vit une expérience pour pouvoir apporter quelque chose à la communauté, au même titre que chacun apporte quelque chose. Donc, il ne s'agit pas de se dire je suis supérieur aux autres. Non, c'est je suis hypersensible, je suis hyper empathique, je suis clairvoyant, enfin, quelles que soient les caractéristiques que l'on a. Et j'ai un rôle à jouer. Il faut que je trouve ce rôle, que je me reconnaisse dans qui je suis et que j'avance pour défricher justement ma personnalité, pour l'affiner et affirmer mes valeurs, que ce soit dans ma vie de famille, dans la société, dans mon travail, de trouver ce pourquoi je suis fait et de l'exprimer le mieux possible. C'est comme ça qu'ils arriveront à être le plus épanouis et heureux possible. Okay. C'est valable pour d'autres personnes. Hein. Là, on parle des indigos, mais je crois que c'est valable pour tout un chacun.
d'apprendre qui on est, ce pourquoi on est fait, et de trouver l'expression de notre être dans la société. Merci. Merci beaucoup. Je tiens également à te remercier, Patricia, pour cette Vibra conférence, ce partage optimiste, et ça c'est important de le dire, un bel outil qui est ton nouveau bébé, ton ouvrage. J'aimerais remettre aussi en évidence, si tu peux peut-être nous le remontrer. Oui, tout à fait. Je vous invite vivement à vous le procurer. Et puis merci parce que ces personnes, voilà, ces personnes qui aujourd'hui nous écoutent, que ce soit en live ou en replay, avaient donc besoin d'être là pour écouter cette dose d'optimisme. Inviter aussi à les lire parce que c'est aussi un moment important. La lecture, c'est aussi une forme d'expérience parce que, comme tu l'as très bien dit, venir chatouiller la terre pour faire fleurir ce qu'il y a à fleurir, eh bien, c'est le premier pas, c'est d'aller aussi expérimenter dans les livres, expérimenter dans la vie. Et puis, on peut te suivre aussi bientôt, on peut te suivre sur ta page Facebook, on peut te retrouver sur Facebook, les réseaux. Facebook, Instagram et LinkedIn, où vous tapez mon nom, voilà. Patricia Serin, psychologue, et vous me retrouvez sur ces 3 supports essentiellement. Voilà, et puis on va avoir 3 rendez-vous aussi ensemble. Et 3 sur notre vibratelier, oui. C'est ça, avec 3 vibrateliers, on aura encore la chance de pouvoir partager avec toi. Ok. Zora qui dit merci pour ce bon moment. On a eu aussi Laetitia un peu plus haut. On a beaucoup de retours, soit des mots, soit des cœurs. Et on remercie toutes ces très gentil. En tout cas, merci pour toutes les personnes qui écoutent, que ce soit en direct ou les personnes qui pourront écouter aussi en podcast, et pour toutes les personnes qui s'inscriront aux conférences. Préparez vos questions et vos témoignages, bien sûr. Génial. Parfait. On va laisser le mot de la fin à notre Patricia Serin. Juste avant cela, Annelise, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose ? Alors, moi, c'est tout bon. Je suis très heureuse d'avoir vécu cette belle soirée avec vous deux et vous toutes et tous. Et merci beaucoup, Patricia et Sana. Merci à vous. Merci. Un petit mot de la fin ? Merci à vous deux. Oui, merci à vous deux, vraiment, parce que c'est grâce à des supports comme vous qui se mettent à la disposition du plus grand nombre avec des conférences gratuites, justement, qu'on va apporter notre petite part de colibri à l'ensemble. Et pour moi, voilà, ce livre, c'est ma part de colibri. Ce que vous faites aussi, c'est votre part de colibri. Et chacun va amener une petite goutte d'eau et on va arriver à un grand fleuve. Ça, je le souhaite de tout cœur pour cette nouvelle conscience et un monde meilleur dès aujourd'hui. Ça tient à chacun aussi. Merci. Merci pour tout. Ok, on va clore cette Vibra conférence. Restez avec nous, hein, Patricia. Nous, on va juste couper le live. On prend juste un petit temps ensemble, si c'est ok pour toi. Pas de souci, très bien. Ça marche, ok. Bon, belle